Bonjour à tous, salut Michel. Bonjour. Alors, merci pour ta disponibilité. Pendant le confinement, on sait que vous êtes nombreux à discuter virtuellement avec vos proches et on a demandé à Michel Desjoyaux de se prêter à l'exercice aussi. Donc, on vous invite à lui poser toutes vos questions jusqu'à 19h30. And for our English community, Michel Desjoyaux is answering your question in English until 7:30 p.m. So feel free to ask. Michel, on va commencer par l'historique des Vendée Globe, parce que tu es l'un des seuls skippers, enfin tu es le seul skipper même d'ailleurs, à en avoir gagné 2. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes aventures? Alors, si on repart dans l'historique du Vendée Globe, moi, le premier Vendée, j'étais sur les quais, puisque j'étais en stage avec un certain Jean-Yves Bernot, qui à l'époque s'occupait de router Philippe Gentot, puisque le premier Vendée Globe, le routage était autorisé. Et ça a démarré très fort, puisque on était sur les pontons pour regarder ce truc. On ne savait pas très bien où ils allaient. Ils n'avaient pas l'air d'être trop inquiets, mais bon, voilà, il y avait quand même un peu d'effervescence. Et puis, quelques années après, grâce à la famille Laurent, Jacques et Jean-Jacques Laurent, et surtout à Isabelle Autissier, j'ai eu la chance de partir une première fois sous les couleurs de PRB en 2000 avec un bateau neuf, un bateau qu'on avait construit. Et puis, avec un super résultat. Mais, je ne devrais pas dire mais et aussi un petit peu de frustration, il y en a très souvent dans la voile, puisque venant de la régate en flotte et notamment de la solitaire du Figaro, où c'est plus de la régate au contact, je m'étais bien amusé à naviguer tout seul, à aller dans les mers du Sud et à me débrouiller plutôt pas trop mal. Mais le volet compétition me manquait un peu la confrontation avec beaucoup de concurrents. Alors, il y avait des concurrents redoutables sur cette édition. Yves Parlier au début, Casqui Desmat, Hélène MacArthur, Bilou, mon copain Roland Jourdain. Mais c'est vrai que la flotte était pas super étoffée par rapport à d'où je venais. Et puis, sur la deuxième édition à laquelle je participe en 2008-2009 avec Foncia, là, clairement, je venais rechercher ce qui m'avait un peu frustré, on va dire, sur ma première participation. Et dès le 10 février 2001, quand j'ai posé le pied au Sable d'Olonne à l'arrivée de PRB, je savais que j'avais envie d'y retourner. Et je suis resté très concerné par tout ce qui se passait dans cette classe, tout ce qui se passait sur l'évolution des bateaux. On s'occupait de Vincent Rioux, on s'occupait de Sébastien Josse aussi, sous les couleurs de VMI. Vincent avait pris ma suite sous les couleurs de PRB. Et du coup, quand l'occasion s'est présentée avec Foncia, avec la rencontre avec Jackie Lorenzetti, grâce à une autre petite fée, après Isabelle Autissier pour l'édition de 2000, là c'était Alain Gauthier qui m'a dit, voilà, Foncia a envie d'y aller, est-ce que ça te tente? Bien sûr. Et on a fait ce superbe bateau et ce superbe projet qui s'est soldé là aussi par une victoire et une très belle histoire. Et puis depuis, on continue de suivre. On s'est occupé de François Gabard pour sa victoire en 2012. Et puis, je suis forcément toujours attaché à cette course, à ces bateaux et à ce qui s'y passe. Et je n'ai pas fait que ça, j'ai aussi fait d'autres types de bateaux, mais voilà, cette catégorie-là, cette série-là, cette classe-là m'a quand même bien animé une partie de ma carrière. Très bien. Alors, on a une première question de Gaël Douguet sur Facebook qui te demande… alors, attends, je suis désolée, Michel, a priori, on a un problème technique et on va devoir relancer le live. Wow. Alors, j'attends les informations. On a commencé à recevoir plusieurs questions. Si on est obligé d'attendre le journal de 20 heures, ça va être compliqué. On ne va pas faire de l'ombre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, a priori, c'est parti sur un mauvais format. Du coup, ils sont en train de faire une petite modification. Ok, Michel, la publication est en train d'être modifiée. On va revenir sur un format conforme, mais en attendant, il ne faut pas que ça vous empêche de poser vos questions et on va continuer à te poser les questions des invités. Donc, on avait Gaël qui nous posait cette question de savoir lors de ton premier Vendée Globe, quelle était la chose à laquelle tu n'étais pas préparé ou pas assez préparé? Oh la vache. C'est sûr qu'ayant déjà fait pas mal de solitaires, je savais que parfois le temps pouvait être long. J'avais eu la chance d'aller déjà dans les mers du Sud avec Côte d'Or quelques années avant, 15 ans avant. Maintenant, c'est sûr que l'environnement tout seul ne me gênait pas, mais la durée, c'est vrai qu'il y a des moments où ça commence à être un peu pesant et on a envie que ça s'arrête. Ce dont je me souviens et que ça m'a fait d'ailleurs aussi sur l'édition 2008-2009, c'est le soulagement quand on revient dans l'Atlantique après le passage du Horn. C'est pas tant le passage du Horn en lui-même, parce qu'en plus on passe dans l'autre sens, on passe dans le sens facile aux allures portantes. C'est plus la sortie des mers du Sud et la sortie de conditions qui durent à peu près un mois, un peu moins maintenant, ils sont à 3 semaines, où quand il y a 25 nœuds de vent, c'est du petit temps. Alors pour le plaisancier moyen, 25 nœuds de vent, c'est déjà une jolie brise. Dans les mers du Sud, c'est du petit temps, c'est presque de la pétole. Et des fois, il y a un moment où, au bout de quelques semaines, on a envie que tout ça, ça s'arrête. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi une chape de plomb, comme il y a. Et de temps en temps, on pète des plombs. Mais ça, heureusement, on est tout seul, donc il y a personne qui le voit, il n'y a personne qui le sait. Et c'est aussi une chance d'être tout seul, d'ailleurs, c'est qu'on peut passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans être, sans avoir le regard de l'autre, en fait. C'est une des chances d'être en solitaire. Et est-ce que du coup, tu as l'impression d'avoir géré mieux cette solitude la deuxième fois ou de l'avoir mieux préparée? Euh, bah, alors moi, j'appelle pas ça de la solitude. La solitude, pour moi, c'est quand il n'y a personne qui s'occupe de toi, qui s'intéresse à toi. Et quand tu fais le Vendée, même si tu es tout seul sur le bateau, tu n'es pas dans la solitude. Tu es en solitaire, certes. Et c'est sûr que la deuxième édition, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le bateau, j'étais plus à l'aise avec la course. Il y avait un scénario qui était un peu inespéré, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et forcément, même si le résultat a été le même, j'ai été beaucoup plus dans l'accomplissement que la première édition. Où, la première édition, il y avait quand même des moments un peu durs. J'ai réussi à ce que ça ne m'atteigne pas, mais en tout cas, que ça ne change pas mon comportement de la course. Mais, ouais, ça fait réfléchir, on va dire. Et on a quand Ouais. même des moments pour réfléchir. Alors, tu parlais justement d'un retournement de situation inespéré. Il y a Bruno qui nous a aussi posé la question de nous dire ta deuxième course, ta deuxième victoire, elle commence par une panne, tu fais demi-tour. Qu'est-ce qui finalement t'a permis de retourner la situation? Je l'ai dit un tout petit peu au tout début. Moi, quand je me suis pointé sur le Vendée 2008-2009, ça faisait 8 ans que j'y pensais, 7 ans que j'y pensais. Ça faisait 7 ans que j'avais envie d'y retourner. Et tout avait été planifié, organisé, pas forcément organisé, pas toujours très rationnel, aussi intuitif. Et en tout cas, la motivation, elle était totalement intacte. Et je peux vous dire que le matin du départ, pour ceux qui étaient sur le quai, ils n'ont pas compris ce qui se passait.
Et mon équipe, et en fait, moi, j'avais tellement envie d'y aller, j'avais tellement envie d'aller me battre, dans le bon sens du terme, hein, je ne suis pas bagarreur du tout, mais voilà, j'aime bien la compétition pour la compétition. Et le matin du départ, moi, j'ai pas attendu la fin du protocole avec le président du département, le maire des Sables, la cohorte d'élus et de journalistes et tout ça. Et je voulais à tout prix quitter le port dès que le bateau juste avant moi, sur le même côté de ponton, était parti. Et je voulais aller je voulais aller au départ, quoi. Et ce qui m'a certainement sauvé, c'est cette motivation-là, qui a aussi joué au moment où le lendemain matin du départ, je fais demi-tour pour revenir au Sable d'Olonne. C'est que dans mon esprit, je n'ai pas fait demi-tour. J'avais un problème à régler. La façon de le régler, c'est de rentrer au Sable, parce que sur le Vendée, on a le droit de revenir au port pendant 10 jours seulement après le départ, et sinon on est hors course, et si on s'arrête n'importe où, on est hors course. Et en fait, dans mon esprit, moi, j'ai juste réglé un problème. Et je pense que la règle de base, et ça, pour en avoir discuté longtemps avec François Gabard pour son édition 2012, la règle de base, c'est que sur le Vendée, un peu comme dans la vie aussi d'ailleurs, mais sur le Vendée, peut-être plus que partout ailleurs, et ça va quand même durer 2 mois et demi, 3 mois, tous les jours, tu auras une emmerde et tous les jours, tu auras un problème à régler. Et si tu n'es pas préparé à ça, les premiers coups, tu vas t'enfoncer un peu la tête dans les épaules, et puis il y a un moment, tu ne seras plus opérationnel parce que tu seras trop atteint par tous les problèmes que tu auras à régler. Oui. Et ce jour-là, donc le lendemain du départ, pour moi, ce n'était pas un problème, c'était juste un truc à régler, et puis on y va, et puis la vie continue. Et en fait, j'étais tellement motivé, j'étais tellement le couteau entre les dents que c'est pas ce problème-là qui allait m'atteindre à ce moment-là. Après, j'ai eu des coups de mou, bien évidemment. Je pense qu'on en a tous. Certains le relatent un peu plus. Il y en a d'autres qui arrivent à mettre un mouchoir dessus, ou en tout cas à ne pas les divulguer. Mais c'est sûr que la motivation est essentielle, bien plus que les compétences, bien plus que la capacité à gérer son sommeil, bien plus que les bonnes décisions météo, parce que si on est motivé et si on a vraiment envie, si on sait vraiment pourquoi on est là, il y a déjà 90% du boulot qui est fait. On va y revenir à la fin de cette interview. L'idée était aussi de te demander les conseils que tu avais pour les skippers de 2020, mais je te la reposerai à la fin, réfléchis-y bien. On a une question, j'ai une question à te poser pour la communauté anglaise qui nous suit, donc une petite question en anglais. Can you tell us about your best memory of the race and about the worst? The worst, I forget everything, so I don't remember any worst situation. No, that's not true, but for sure the night where I was close to lose one of my rudders in my second participation in 2008. It was the end of the night. The system of my rudder was not perfect. I knew that I had to check something and to repair, and I didn't do it because it was cold and I was tired and so on. And then I was very close to be in a situation to stop the race, because I was very close to lose the rudder. The rudder was start to be broken. The box, not the rudder, but the box of the rudder. And I stopped the boat. The rudder go back under the hull, and I was close to break everything. And hopefully, I was able to fix it again and continue to race. Where were you at this time? I don't remember exactly, but I think more or less close to south of Australia, or between Australia and New Zealand. Okay. Before the Pacific, for sure. And during a few seconds, when you try to fix everything and to pull on the ropes and try to pull on the sail to go forward again, you think that maybe you will lose the race now. So that's the life. If you want something, then you fight hard to keep it in your hands and to go ahead. Someone say if you're a pessimistic complain about the wind, which is not good. The optimistic wait
for the winds to become better, and the pragmatic will trim its sails. I prefer to be pragmatic, or maybe optimistic, but not pessimistic. That's not efficient. Thank you. On a plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui te demandent est-ce que tu penses que tu referas un jour un Vendée Globe et pourquoi pas 2024? C'est une bonne question, c'est une question qu'on me pose très souvent. Il y a plein de gens depuis longtemps qui me disent alors on verra au départ du prochain Vendée Globe. Et je réponds quasi systématiquement oui, je regarderai les autres partir et ça me va très bien, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir, un peu plus encore sur le deuxième. C'est pas tant le fait d'avoir gagné, c'est juste de m'être accompli, d'avoir fait, je pense, relativement bien ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire, en tout cas à ce moment-là. Et j'ai toujours, sur l'ensemble de ma carrière, j'ai toujours fait ce que j'aimais faire. Parfois, ça me l'est reproché, mais why not? Au moins cette conviction-là. Et je crois que clairement, une course comme celle-là, c'est pas juste les 3 mois de course ou les 2 mois et demi maintenant. C'est l'engagement qu'il faut avoir 7 jours sur 7, tous les mois, pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, ce qui a été mon cas quand je l'ai fait. Et cette énergie-là, elle est énorme, bien plus que les 3 mois de mer. Les 3 mois de mer, c'est presque facile à côté. Ouais, la préparation fait vraiment partie. Ouais, c'est-à-dire on est vraiment, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais il faut vraiment être focus totalement, full time. Et c'est à ce prix-là et à ce tarif-là qu'on va réussir à faire des belles choses et en tout cas aller au bout de soi-même et ne rien avoir à regretter. Et voilà, et j'ai fait ça et j'ai pas du tout envie d'y retourner, ça me tente pas, ça m'a déjà été proposé d'ailleurs. J'ai décliné poliment et puis c'est tout. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui continuent, ceux qui y retournent plusieurs fois d'ailleurs. Certains parce que juste ils aiment, d'autres parce qu'ils n'ont pas encore eu ce qu'ils étaient allés chercher, donc ils y retournent. C'est pas forcément une victoire aussi non plus, ça peut être juste faire bien quelque chose. Et je crois que typiquement c'est le truc parmi toutes les épreuves de notre sport qui est comme très, très vaste, très diversifié, hein, à travers toutes les séries, tous les types d'épreuves, ça va des Jeux Olympiques jusqu'au Vendée ou des trucs comme ça. Et clairement, c'est des choses, déjà la compétition, mais ce genre d'épreuve longue distance et longue durée au-dessus de tout nécessite d'avoir une grosse motivation. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner, ni même pour me faire plaisir. Il y a d'autres moyens de se faire plaisir que de retourner faire, pour moi, un 3e Vendée. Mais voilà, chacun voit les choses de sa façon. Et moi, c'est comme ça. Alors, Michel, par rapport à ça, donc effectivement, tu n'y retourneras sans doute pas en tant que marin, hein, ou alors vraisemblablement, il va falloir beaucoup de forcer. Par contre, tu continues à accompagner des marins qui, eux, vont le faire, ce Vendée Globe, et on a notamment plusieurs questions qui concernent ton accompagnement de Nico Troussel et de Corum. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais pour lui? Alors moi, je ne fais pas grand-chose pour Nicolas Troussel, à part essayer de lui faire avec l'équipe un très bon bateau qui va aller à l'eau tardivement, a fortiori avec l'histoire du confinement imposé. Et ma mission s'arrêtera au bon fonctionnement du bateau. Après, mon téléphone est toujours ouvert. Il n'y aura pas après que lui. Il y en a d'autres avec qui j'ai des échanges de temps en temps. Mais là, je ne fais que être le constructeur de ce nouveau Corum l'épargne. Donc, ma mission s'arrête là. Je n'ai pas de. Après, dans le dispositif sportif et technique, une fois que le bateau est livré, je n'interviens plus. La mission s'arrête là. Alors, après, s'il m'invite à naviguer, j'irai avec plaisir. Mais voilà. On lui passe la demande d'invitation. Mais ce serait peut-être quand même bien pour perfectionner les réglages. On a reçu plusieurs questions, puisque en plus d'être un marin, tu es quand même du coup un expert en architecture navale, sur l'évolution des bateaux. Donc,
toi, déjà, tu as dû voir une différence notable entre 2000 et 2008? Entre 2000 et 2008, oui. Alors, il faut comprendre que quand on a fait les premiers bateaux, il n'y avait pas beaucoup de calculs en éléments finis, il n'y en avait peut-être même quasiment pas. Ou en tout cas pas d'éléments finis composites. Et une grosse partie, alors c'est une caricature un peu que je vais faire, je pense que les architectes, y compris ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler, vont me démonter, mais il y avait une partie quand même d'empirisme, c'est-à-dire que ok, les bateaux sont de plus en plus légers, on les fait de plus en plus légers parce qu'on sait que plus c'est léger, plus ça va vite. Pour faire léger, il faut utiliser des matériaux plus sophistiqués. Ok, on prend de la fibre de carbone, une ligne d'abeille. Et puis, on va essayer d'améliorer un petit peu les calculs pour mettre moins de matière là où on pense que ça sert. Et plutôt, je veux dire, ne mettre de la matière que là où c'est vraiment utile. Mais comme les moyens de calcul sont assez limités, c'est pas très scientifique. Tout ça ramené à l'échelle d'aujourd'hui, bien sûr. Et puis, comme les bateaux vont de plus en plus vite, ils commencent à taper de plus en plus dans les vagues. On le voit aujourd'hui, on parle de vitesse de 35-40 nœuds. Et donc, il a fallu recommencer à mettre du poids dans les bateaux, notamment dans les structures de fond de coque, pour que les bateaux encaissent ces efforts de plus en plus importants. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à une certaine époque sur les trimarans Orma dans les années de la route du Rhum 2002, par exemple, où les bateaux ayant gagné énormément de vitesse en très peu de temps cassaient parce qu'ils n'avaient pas encore été à ces vitesses-là, et donc il y avait des structures qui ne tenaient pas le coup. Et on est un peu, là maintenant on est déjà sur un plateau, sur une pente à peu près régulière de cette évolution-là. Mais il y a encore quelques années, et à peu près d'ailleurs entre mes deux Vendées, on s'est retrouvé dans ces problèmes-là, d'avoir des bateaux de plus en plus sollicités, et donc il fallait renforcer, mais par empirisme, parce que c'est des efforts qui sont très difficiles à appréhender, à calculer. Et un bateau qui casse, qui casse tout de suite, c'est qu'il n'est vraiment pas assez costaud. Qui casse au bout de quelques mois de navigation, c'est qu'il est peut-être juste un petit peu en dessous. Et puis, il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse de dire, oui, mais il a cassé, donc on va mettre 2 fois plus de matériaux pour que ça tienne. Et je pense que l'évolution architecturale et donc de conception et de construction a été dans ce sens-là à peu près entre mes deux Vendées, en même temps qu'on améliorait aussi beaucoup les qualités de construction, la qualité du pré-imprégné, la qualité de la cuisson. On a commencé à faire des choses en autoclave. Certes, le coût des bateaux a augmenté aussi, mais les sponsors étaient contents d'avoir des bateaux qui gagnaient, donc des bateaux qui finissaient les courses. Donc plutôt un cercle vertueux, sauf pour le porte-monnaie, mais bon, comme les retombées étaient en face, c'était tout à fait ça tenait la route. Justifiable, ouais, ça tenait la route, ouais, le deal était gagnant. Et puis, il y a eu pour moi, je vais me faire des copains, mais bon, j'ai l'habitude, un vent de contestation, de dire oui, mais les bateaux sont bien devenus trop compliqués, trop chers, trop sophistiqués, trop fragiles, donc il faut limiter les coûts, il faut limiter la technologie, il faut limiter plein de trucs. Donc, il y a eu plein d'idées qui paraissaient bonnes a priori. Et puis, comme l'homme a toujours voulu aller plus vite qu'avant ou que son voisin, il y a des petits malins, et tant mieux, ils ont eu la bonne réponse, et qui se sont dit, puisqu'on n'a plus le droit de faire des bateaux plus raides à la toile, on va mettre des foils et puis on va les faire sortir de l'eau et puis ils iront encore plus vite. Et comme ça, ils iront plus vite que les bateaux d'avant. Et donc, c'est génial parce que certes, les bateaux vont plus vite, mais ils sont beaucoup plus sophistiqués, ils sont pas plus fragiles qu'avant. Ils sont certainement encore un peu plus durs à mener et je pense que et plus sollicitants pour les marins. Et c'est un peu ce qu'on va voir là sur ce Vendée parce qu'il y a quand même pas mal de monde avec à fort potentiel, avec des bateaux à fort potentiel. On va voir quelle est la capacité de l'humain à exploiter ce genre de machine-là, je parle de machine, pendant de la longue durée. Et on va voir quelle moyenne ils sont capables de tenir.
je ne serais pas surpris, je l'ai déjà dit, que s'ils n'ont pas de baisse de régime, et hors casse, bien sûr, puisque la casse, ça fait partie intégrante du résultat, mais pas de la performance intrinsèque du bateau. Hors casse, on peut s'attendre sans problème à ce qu'ils descendent à moins de 68 jours sur le prochain vendredi. On note le pronostic. Très bien. Alors, tu as parlé justement de l'évolution des bateaux, de l'évolution architecturale, de ces appendices qui sont sortis. Alors, on a une question de Xavier Dubos qui doit savoir que tu sais très bien lire les jauges et déceler les axes de progrès. Du coup, il demande… Xavier, on se connaît d'ailleurs. Eh bien, très bien. Donc, il te demande si tu étais président de la classe IMOCA, donc on s'excuse bien entendu auprès d'Antoine Mermot, quelles sont les 3 règles de jauge que tu modifierais actuellement? Alors déjà, quand bien même je serais président de la classe, ce n'est pas le président qui modifie Bien sûr. les règles. C'est quand même démocratique. Bien sûr. J'ose espérer. Donc, certes, le président a un droit de vote, mais ce n'est pas lui qui décide de tout seul. Ça s'appelle un État totalitaire, et ce n'est pas la classe IMOCA comme les autres classes d'ailleurs. Et s'il fallait, selon moi, modifier certaines choses, mais ceci ne reste que mon avis et pas l'avis d'un président, quel qu'il soit, même si je le déteste. Aujourd'hui, moi, je suggérerais de modifier, pour répondre à la question de Xavier, le fait d'autoriser des appendices un peu plus sophistiqués sur les safrans, puisqu'aujourd'hui, on a des bateaux à foil, mais on les fait naviguer sur 2 pieds, comme ça, ils se cassent la figure. Soit ils tombent sur le cul et c'est pas très joli, soit ils tombent sur le nez et ça plante et ça s'arrête vite. Et tout ça, soi-disant, pour essayer de limiter le coût, ce qui est une connerie parce que ça n'a jamais marché, on limite la technologie. Or, on sait que pour aller vite, il faut être stable, et pour être stable, il faut avoir un 3e pied sous le tabouret, c'est-à-dire une gouverne de profondeur sur les safrans, ce qui est tout à fait du domaine connu sur les bateaux de la Coupe de l'Amérique, que ce soit les actuels ou ceux des générations précédentes. Et on sait que c'est comme ça que les bateaux seront capables d'aller vite et peut-être plus longtemps. Ça, c'est une chose, ce qui sera peut-être d'ailleurs discuté au retour de ce Vendée-là. Maintenant, il y a une règle qui est là pour ce Vendée Globe-là, donc on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas la peine, mais pour le coup d'après, et peut-être même déjà pour la course en équipage, qui est prévu en 2021, donc en remplacement de la Volvo Ocean Race. Peut-être que ça pourrait déjà être discuté, mais je ne suis pas dans les instances de l'IMOCA et je ne suis que membre d'honneur quand ils veulent bien de moi. Donc, je ne participe pas ni au débat ni au vote, même si j'ai des gens qui me ramènent des propos. L'autre point que je modifierais, c'est que maintenant qu'on a les foils, et je crois qu'on ne va pas revenir en arrière, on se retrouve avec des mâts qui sont standardisés de monotype, vous appelez ça standardisé ou monotype, c'est pareil, qui ne sont pas assez costauds pour accepter le couple de redressement procuré par les foils. Grosso modo, Foncia, à l'époque, avait un couple de redressement en 2008 de 33 tonnes-mètres à peu près. Aujourd'hui, on est limité plutôt autour de 25, 27. Bon, ça dépend de quel angle on parle, mais voilà. Donc, on est quasiment 20-25% moins raide à la toile que les bateaux de la génération de 2008. Et quand on a des foils et qu'on s'en sert à pleine puissance, on pourrait monter jusqu'à 45 tonnes-mètres. Donc, tout ça, c'est directement lié à la capacité du bateau à porter de la toile. Et donc, aujourd'hui, on est limité par ce mât qui est monotype, qui n'est pas assez costaud, pour tenir des voiles de tête. Et même sur les autres voiles, on peut se retrouver à être assez proche de la limite du mât. Ce qui est un peu paradoxal parce que c'est déjà le maillon faible d'un bateau, et là, il est encore plus faible à tel point qu'on est obligé de mettre des capteurs de tension sur les haubans et sur le gréement pour savoir si on ne sollicite pas trop le mât, et qui peut, dans certaines conditions, nous obliger à réduire la toile alors que la configuration de voile qu'on voudrait mettre serait la plus rapide. Donc aujourd'hui, les mâts standardisés ne sont plus adaptés aux bateaux à foil. Ils l'étaient sur les bateaux sans foil.
Maintenant qu'on a les foils, je pense qu'il faut soit Il va falloir concevoir adapter le couple. un nouveau mât standardisé, soit relibérer cette contrainte-là, puisque de toute façon, elle ne fait pas faire d'économie substantielle, et je trouve que ça ne se justifie pas. Et si j'avais droit à un troisième critère, je pense qu'il y a certaines petites choses du domaine de l'administratif que je suggérerais de modifier pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Très bien. On ne va pas s'étendre sur la question parce qu'on voit aussi que le temps tourne. Oui, on va se parler On a peut-être démarré un un petit peu peu. tard, Lucie, alors laisse-nous un peu de temps. Oui, pas de problème, Michel. On a plusieurs autres questions et notamment autour du plateau 2020 et de l'édition 2020. Alors, ce plateau 2020, qu'est-ce que tu en penses déjà? Bah, écoute, c'est génial qu'il y ait pas mal de bateaux neufs. Alors, dans cette classe, un bateau neuf, c'est un bateau qui a pas encore fait le C'est Vendée ça. Globe, qui a été construit depuis le dernier Vendée Globe. Donc, on n'est pas à la super édition de 2008 où on était 18 bateaux neufs au départ, c'était juste incroyable. Ce serait génial de revoir ça et ça arrivera peut-être, mais certainement pas en 2020 et peut-être après, si on se remet de la crise dans laquelle on est actuellement. Mais c'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a quand même beaucoup de bateaux et de couples bateaux bonhommes qui sont très performants, dont beaucoup sont issus sont passés par le circuit Figaro et ont fait leurs preuves sur ce circuit. On a d'ailleurs défié certains, pas plus tard que l'année Voilà. dernière. Et du coup, bah, voilà une super édition qui s'annonce avec forcément le, le truc qui affole un peu tous les compteurs, qui est comment vont se comporter les bateaux à foil, quel va être le meilleur compromis sur les foils, est-ce que c'est des foils pour aller vite au BMG portant, ou est-ce que c'est plus des foils plus polyvalents. On a vu des grosses différences de vitesse dans certaines conditions entre des bateaux qui étaient peut-être déjà plus au point et plus accomplis et contre des bateaux plus récents, lesquels Charal, pour ne pas le citer, a fait des nouveaux foils, vers quoi il est allé, est-ce qu'il les mettra, ou est-ce que les autres vont aller vers un compromis, qu'est-ce qu'avait Charal avant. C'est tout ça qu'on va voir. Alors malheureusement, je ne sais pas quel va être le programme de course cette année avant le Vendée Globe, puisque la Transat CIC est partie au bouillon cette semaine. Et du coup, on aura moins d'éléments de comparaison avant le prochain Vendée Globe. Et tant mieux pour nous. Je pense que les coureurs et leurs équipes vont être un petit peu plus dans l'expectative, puisqu'ils auront assez peu d'éléments de comparaison avant de se jeter dans la grande boucle autour du monde. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Et de toute façon, là, pour le coup, tout le monde est d'une certaine façon sur un pied d'égalité, de devoir s'étalonner sans vraiment pouvoir le faire et sans pouvoir se comparer. Alors, en fait, ça rejoint une question que nous pose aussi Steph sur Twitter, qui demande, selon toi, quel est l'impact du confinement sur la préparation des marins qui vont prendre le départ le 8 novembre prochain? Je pense que c'est... il y a un côté, on a eu énormément de sollicitations des médias pendant ces semaines de confinement qui voulaient savoir, justement, vous partez pendant 3 mois, comment vous vous organisez, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des similitudes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de similitudes parce que quand on part 3 mois ou 2 mois et demi, c'est une démarche volontaire, alors que là, le confinement, il était imposé, logiquement imposé. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la nécessité de ce confinement, mais qui n'a rien à voir avec la démarche de prendre le départ d'une course comme le Vendée. Maintenant, je pense que les bateaux qui étaient à terre en ont profité aussi pour faire plus de techniques et plus de peaufiner des petits détails en prévision de navigation peut-être moins intense s'il n'y a pas la transat aller, la transat anglaise et la transat retour. Et pour essayer d'éviter d'avoir un chantier à faire en fin d'été ou en début d'automne avant le pouvoir plus Vendée. naviguer.
naviguer plus, puisque là, pendant quasiment un mois et demi, il n'y a pas eu le droit de naviguer et c'est pas encore très très clair les autorisations qui seront données pour, même si on est professionnel, même si c'est notre métier de naviguer. Voilà, je sais pas encore. Il y a des bruits qui courent, mais je ne sais pas ce qui va. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que le 11 mai, ce ne soit pas encore la libération pour tout le monde, loin de là. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est une donnée qui est nouvelle, qui n'était pas prévue, qui n'était pas prévisible non plus, que chacun a géré de façon un petit peu différente. Et puis c'est un peu comme si le temps s'arrêtait pour tout le monde. Donc, c'est sûr que ça fait arriver le Vendée un peu plus rapidement. Mais ouais, faut vivre avec ça. Hein, Ouais, on a vu c'est des sur imprévus les. à gérer et puis faut avancer. De toute façon, il n'y a pas de choix. Hein. C'est ça, on en a vu beaucoup sur les réseaux qui continuent quand même une certaine préparation physique, mais voilà, il va falloir retourner naviguer dès que ce sera possible. Tu peux faire de la prépa physique, tu peux faire de la course La prépa virtuelle. Il y en a mentale. pas mal qui jouent sur Virtual Regatta parce qu'au niveau stratégique, c'est pas inintéressant non plus du tout, loin de là. Alors Euh, justement, on avait un Olivier Dugas qui te demandait est-ce que toi tu joues à Virtual Regatta? alors, je n'ai pas fait la Transat AG2R, même en tant que vainqueur de la première édition. J'aurais pu remettre mon titre en jeu, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois sur l'eau. Je ne l'ai pas fait parce que je m'occupais de Corum, et je m'en occupe toujours. Et donc, je sais très bien que ce jeu, qui est un peu plus qu'un jeu, qui était une compétition, je l'aurais pris comme ça et j'aurais pas pu faire autre chose en même temps. Et donc, j'essaye de finir ce que j'ai à faire et on verra pour jouer plus tard. Mais oui, oui, il y a beaucoup de gens qui jouent et qui certainement se prennent au jeu. Euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que les professionnels ne sont pas forcément en tête de la course, d'ailleurs assez loin. Euh, Ce qui montre que il n'y a pas de que, que, que n'importe qui peut être performant avec ce jeu-là. Ce n'est pas forcément les mêmes capacités, d'ailleurs, parce qu'il y a moins de choses à gérer que quand on est dans la vraie vie. Il n'y a pas toutes les manœuvres, il n'y a pas forcément la complexité de la technologie du bateau. Par contre, il y a tous les aspects de la stratégie de course, peut-être pas de la communication, quoique ce serait marrant d'analyser cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est sûr que la logique météo correspond en beaucoup de Oui, il peut points. faire travailler sur des situations réelles. Tant qu'à faire, oui, oui, et puis de voir ce qui se passe. Parce qu'une des grandes frustrations, celui qui gagne sur une course, c'est celui qui a fait la moins mauvaise trajectoire. Mais quand on est 20 ou 30 ou même 40 ou 50 sur le Vendée, sur le Figaro, une vingtaine ou une trentaine sur le Vendée, il y a quelques trajectoires qui ont été essayées. Quand il y a 50 000 participants, ce qui est le cas là sur la Transat AG2R, la mondiale virtuelle, il y a beaucoup plus de solutions qui auront été essayées. Et je trouve que d'un point de vue stratégique et compréhension, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, on sait que sur la vraie vie, il y a des différences entre les fichiers météo et ce qui se passe en mer, plus l'influence du moral du bonhomme et tout ça. Bon, enfin bref. Donc, c'est pas la même chose, mais il y a quand même une certaine similitude et en tout cas, c'est obligé d'exercer le cerveau à réfléchir aux stratégies court terme, moyen terme, long terme. Et je pense que c'est certainement pour ceux qui sont concernés un très bon exercice en ce moment, à défaut d'aller naviguer. Très bien. Michel, on va finir ce live en te demandant quels sont tes conseils pour les skippers 2020. Alors, on sait que tu es un peu prise de parti, hein, que t'en suis certain, mais est-ce que tu aurais quelques Mes conseils conseils, c'est globaux à leur pour. Alors, les conseils, c'est un peu toujours les mêmes. C'est allez, si vous allez faire ce truc-là, allez-y pour de vraies raisons, pour de bonnes raisons. N'y allez pas pour rajouter une ligne sur votre CV. Allez-y d'abord pour vous faire plaisir, pour faire ce que vous aimez faire. Le reste, après, ça suivra si ça doit suivre. Mais il y a quelques années, au départ d'un Vendée, il y a un jeune homme très, très performant
il vient me voir et il me dit voilà, Michel, je voudrais que tu m'aides, je voudrais faire le prochain Vendée Globe. Le départ était quelques jours après, donc il ne pouvait pas partir ce coup-là. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu veux y aller? Il me dit, bah, parce que c'est un truc à faire dans sa carrière de marin. Et je lui ai dit, c'est pas une bonne raison. Si c'est pour ça que tu y vas, n'y va pas, parce que tu vas te casser les dents et ça va pas bien se mettre, quoi. Et puis, tu es jeune, tu as encore plein de choses à faire, tu as encore du temps, tu n'as pas le cuir très dur, tu n'as pas encore vécu beaucoup de moments difficiles en mer, donc je pense que tu es trop jeune pour y aller. L'histoire m'a un peu donné raison. Je ne dirai pas qui. Très Donc bien. oui, il faut avoir une vraie motivation, une vraie envie d'y aller et pas juste aller soit gagner de l'argent, soit remplir une ligne sur son CV. Ça n'a pas de sens. Très bien. Eh ben, on va demander aux skippers de l'édition 2020 de passer ces derniers 10 jours en confinement en pleine introspection, savoir si effectivement ils y vont pour de bonnes raisons. Et on te remercie beaucoup, Michel. On te remercie beaucoup, Michel, du temps que tu as pu accorder à la communauté du Vendée Globe. Et on espère te recroiser au Sable d'Olonne. Bien sûr, j'y serai. Très bien. À bientôt. Et en attendant, restez chez vous et protégez-vous et protégez votre santé. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt sur l'eau.